Alors, on va mettre en œuvre notre couche d'attention dans la structure encodeur-décodeur avec un encodeur de type GRU. Donc la structure qu'on va mettre en œuvre est celle-ci. On va retrouver notre séquence d'entrée qui va être adaptée pour attaquer un encodeur et cet encodeur va être constitué de cellules GRU et nous on va choisir des dimensions 40 et on va faire en sorte que cet encodeur nous ressorte tous les états cachés et l'ensemble des états cachés en sortie de cet encodeur va attaquer notre fameuse couche d'attention qu'on a étudiée. Et en sortie de cette couche d'attention, on va récupérer notre vecteur d'attention, notre vecteur contexte, qui sera également de dimension 40. Et ce vecteur contexte va attaquer un décodeur et un générateur. Et donc ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on va mettre ça en place, cette structure. Donc du coup, pour mettre en œuvre cette structure, on va partir d'une classe disponible dans Keras, la classe Layers, et on va partir d'une classe de base et on va incorporer nos propres fonctions. Donc la classe Layer de Keras est composée, vous avez la documentation qui est disponible sur Internet ici, et en fait dans cette classe-là, eh bien on peut utiliser certaines fonctions qui sont prédéfinies et les rajouter nos propres fonctions dessus. Et donc parmi les fonctions principales qu'on va trouver, on va avoir la fonction d'initialisation. La fonction d'initialisation, c'est une fonction qui permet d'initialiser la couche telle qu'elle est. Elle peut également passer certains paramètres d'initialisation. Par exemple, ça peut être dans, ce, dans cette fonction-là qu'on va donner un certain nombre de neurones qu'on souhaite utiliser, par exemple. Ensuite, la première fonction qui est appelée lorsqu'on crée notre couche, après avoir créé notre couche, lorsqu'on utilise notre couche, c'est la fonction build qui permet de la créer, donc de la fabriquer. Et c'est en particulier dans cette fonction-là qu'on va venir mettre l'initialisation de tous les poids internes à notre couche, les poids qui vont servir à l'entraînement, les variables d'entraînement. Ensuite, la fonction call, elle, c'est la fonction qui va être appelée lorsqu'on va appeler la fonction. C'est là que va se passer le calcul en fait de notre algorithme qui va être lié à la classe qu'on a définie. Donc on va utiliser ces fonctions-là. Donc voilà, les deux fonctions principales qu'on va utiliser, c'est cette fonction build ici, dont le détail est donné ici. Et donc build, en fait, c'est une fonction qui va prendre en paramètre, en argument, le format d'entrée, l'input shape. Ah, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est la fonction build va prendre en compte l'input shape. Donc c'est dans cette fonction qu'on va récupérer le format d'entrée. Et la fonction call, elle, va prendre en paramètre les entrées elles-mêmes, parce que en fait c'est la fonction call qui va appliquer sur les entrées l'algorithme qu'on va décrire dans notre fonction. Et donc les entrées qui vont être à amener dans la fonction call ici. Donc on retrouve, pour créer notre classe, on va définir une nouvelle classe qu'on va appeler couche attention. Donc ça c'est le nom de la couche qu'on mettra quand on voudra l'utiliser. Et donc dans cette classe-là, eh bien on précise que c'est une classe qui est dérivée de la classe layer de Keras. Donc ça veut dire que ici, on va créer une couche qui s'appelle couche attention, qui reprend tous les paramètres de base de la classe layer qui est disponible dans Keras. On appelle ça en programmation, on va créer une classe héritée. On va hériter la couche, la classe couche attention va hériter de tous les paramètres qui sont issus de la classe layer. Et du coup, dans cette classe-là, eh bien, on va venir définir nos trois fonctions qu'on a vues précédemment. Donc la fonction initialisation, en fait, elle appelle tout simplement la fonction initialisation de la classe layer. Ici, on ne fait rien de particulier. On appelle tout simplement la fonction préexistante de la classe layer. Ensuite, dans la fonction build ici, eh bien, on va récupérer en paramètre le format d'entrée et on va utiliser le format d'entrée pour définir les deux poids dont on a besoin, à savoir la matrice de poids ici, d'offset, de poids, et l'offset petit b.
Donc cette ligne-là, en fait, va définir cette matrice-là, la matrice W qui est ici. Et donc ici, on a besoin d'une matrice de poids qui fait 40 lignes par une colonne. Et donc, on va dire qu'on souhaite ajouter une matrice de poids dont la dimension est 40 lignes ici, parce que le deuxième index, le troisième index de l'input shape, c'est la dimension des vecteurs GRU, donc 40. Et le nombre de colonnes est ici petit 1, parce que l'input shape, en fait, il a ce format-là. L'input shape, c'est le format qui est défini quand on construit notre modèle. Et donc le none ici, c'est le batch. En fait, il a ce format-là. Il a le format qui est ici. Voilà. Ici, il a le format qui est ici, le batch. Ici, c'est 32 dans l'exemple que j'ai donné. Taille de la fenêtre, 20. Et 40, c'est la dimension des vecteurs d'état. Donc ça, c'est l'input shape qui va rentrer dans notre couche personnelle. Et puis, du coup, pour l'offset, ici, eh bien, on a besoin d'un vecteur de 20 lignes par une colonne. Et donc, pareil, on va définir ici un poids. Donc, en fait, il sera notre offset, qu'on appelle B, et qui aura, du coup, en nombre de lignes, eh bien, le nombre de vecteurs ici qui rentrent dans notre couche personnalisée, c'est-à-dire c'est égal au nombre, à la taille de la fenêtre, en fait, qu'on utilise. Voilà, donc ces deux données sont initialisées dans build, et puis on précise qu'on veut initialiser la matrice W avec des données tirées aléatoirement avec une loi normale, et on initialise les offsets avec des zéros ici, et puis on leur donne un nom. Donc la matrice W, on va l'appeler W, et le poids, on va l'appeler petit b. Donc ça, c'est ce que réalise la fonction build. Ensuite, la dernière fonction, c'est la fonction call qui est ici. Donc cette fonction-là, en fait, va définir l'algorithme qui va être appliqué à l'entrée X. Et l'entrée X, encore une fois, elle va avoir ce format-là. Et donc, on va commencer par faire cette opération-là. Donc, pour réaliser cette opération-là, on va devoir venir multiplier notre matrice d'entrée. Donc, la matrice d'entrée, en fait, ça va être la concaténation de tous nos vecteurs d'entrée. Et donc, cette matrice d'entrée va venir multiplier notre matrice de poids W, et on va venir ajouter l'offset. Et le résultat qu'on va obtenir, ça va être un vecteur de dimension 20 lignes par une colonne. Et du coup, on va attaquer ça dans une fonction tangente hyperbolique. Donc en fait, toute cette partie-là, eh bien, va être réalisée sur ces deux lignes-là. Donc ici, on appelle la fonction matmul qui permet de multiplier deux matrices. En l'occurrence, là, ça va être une matrice avec un vecteur, mais on pourrait vouloir multiplier deux matrices, par exemple. Donc elle est disponible dans la librairie TensorFlow. Et on vient multiplier notre entrée X par notre vecteur W. Et donc là, on vient multiplier cette matrice-là X par notre vecteur W. Et du coup, en fait, ce qu'on réalise comme opération, c'est l'entrée X, et l'entrée X à ce format-là. Donc notre batch size, nous, il va être de 32. Le nombre de vecteurs ici, c'est 20, et la dimension, c'est 40. Et on vient multiplier ça par la matrice W. Et la matrice W qui est ici, on l'a définie avec une dimension qui vaut 40 par 1. Et donc ici, on va retrouver un vecteur, enfin un tenseur, qui va avoir sur son batch size la dimension 32. Et quand on fait 20, 40 par 41, on va récupérer un vecteur de 20,1. Donc en fait, on va récupérer un tenseur qui contient un vecteur de dimension 20,1. Donc en fait, on récupère ce vecteur-là. Donc ici, je n'ai pas précisé le nombre de batch size, sachant que là, j'ai fait l'exemple pour un batch size de 1. Mais en réalité, si j'ai un batch size de 32, ça veut dire que je dois avoir 32 vecteurs comme ça ici. Ensuite, on applique la tangente hyperbolique sur le résultat. Et j'ai oublié le plus B ici. Donc en fait, ici, on ajoute également le poids B. Et le poids B a la dimension input shape 1,1, c'est-à-dire qu'on vient ajouter
notre poids qui fait 20,1. Et donc on récupère bien, on ajoute 20,1 à un résultat qui a déjà le format 20,1 ici, donc on récupère bien ce format-là. Ensuite, on applique la fonction de tangente hyperbolique. Donc en appliquant la fonction de tangente hyperbolique, en fait, on fait cette opération-là sur le résultat et on construit notre résultat petit e ici. Et du coup, on va trouver toujours un format de 32,20,1. Ensuite, on passe ce résultat dans la fonction d'activation de type softmax. Donc l'idée ici, c'est de récupérer, de transformer ce résultat-là qui est ici, les résultats ont été multipliés par la tangente hyperbolique, donc on a des résultats qui sont compris entre moins 1 et 1 dans chacun des scalaires qui sont dans ce vecteur-là. Et du coup, l'idée derrière le softmax, c'est de faire en sorte que la somme de toutes les valeurs ici soit égale à 100%. Donc le softmax, en fait, va répartir toutes les valeurs pour faire en sorte qu'elles soient équitablement distribuées. Et le softmax, en fait, eh bien, on va lui demander de le faire sur la dimension 1, sur l'axe 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va venir faire le softmax sur les colonnes ici. La dimension 0, ça serait les lignes, et la dimension 1, c'est les colonnes. Donc nous, on veut qu'il distribue toutes les valeurs sur la dimension qui correspond à la colonne. Donc on va préciser qu'on veut appliquer le softmax sur le premier axe, et on applique le softmax sur la sortie qu'on vient juste de calculer. Et on va récupérer un nouveau vecteur que j'ai appelé A, qui va correspondre en fait aux poids d'attention alpha qui sont là. Donc ici, on va récupérer un tenseur qui va avoir la dimension 32,20,1. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que ces poids d'attention normalisés, ici, doivent être multipliés par l'entrée x. Donc on va refaire une multiplication par l'entrée x, mais cette fois-ci, on ne veut pas faire une multiplication matricielle, on veut faire une multiplication terme à terme. L'idée, c'est que le premier vecteur qui correspond, donc encore une fois, cette matrice ici, c'est la concaténation de tous ces vecteurs d'entrée, ils sont superposés les uns sur les autres. Donc ce vecteur-là, le premier qui est ici, en fait, il est sur la première ligne ici. Ce vecteur-là, il est sur la deuxième ligne qui est ici. Ce vecteur-là, il est sur la troisième ligne qui est ici, etc., etc. Et ce qu'on veut faire, c'est multiplier ce vecteur-là par le premier poids qui est ici. Donc on va venir multiplier ce premier poids par ce vecteur-là. Et en fait, chaque coordonnée du vecteur qui est ici va être multipliée par ce poids-là. Et ensuite, on va venir multiplier ce deuxième vecteur, donc la deuxième entrée, par le deuxième poids. Donc le deuxième poids qui est ici va venir multiplier toutes les coordonnées de ce vecteur-là, etc., etc. Et donc en fait, dans ce genre de multiplication, eh bien, on va obtenir la dimension de la matrice d'entrée. Donc on va obtenir une dimension de 20,40. Donc la dimension qu'on veut, et cette opération-là est réalisée avec l'opération multiplie de TensorFlow. Et donc on va récupérer une dimension de 32, combien déjà 20,40. 20,40. Voilà, donc ça c'est réalisé avec l'opération de multiplication de TensorFlow. La documentation, j'ai pas mis le lien ici, mais vous pouvez avoir la documentation sur internet. Et il y a des exemples qui sont donnés, et c'est voilà, c'est une multiplication terme à terme, element-wise multiplication. Et la dernière opération, eh bien du coup on a cette matrice-là. La dernière opération, c'est de venir sommer toutes les valeurs sur les colonnes pour recréer notre vecteur de dimension 40. Et donc pour faire ça, on va utiliser la fonction sommation qui est disponible dans le backend de Keras. Et on va venir sommer sur l'argument xa qu'on vient de calculer, donc sur cette nouvelle matrice-là. On va venir sommer quel axe? Eh bien on va venir sommer l'axe 1, parce que pareil, on veut venir faire la somme sur toutes les colonnes, comme ça pour obtenir un nouveau vecteur de dimension 40. Et c'est ce vecteur de dimension 40 qui va représenter notre fameux vecteur contexte, ou notre vecteur d'attention, qui va être envoyé ensuite au décodeur. Et donc on va retourner ce vecteur contexte. Donc en fait ici, quand on va venir sommer sur les dimensions 40, on va obtenir un vecteur de dimension 32,40. On va sortir 32,40. Donc je vais compiler ça.
Et du coup, eh bien, je vais utiliser cette nouvelle classe pour construire mon modèle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais construire l'intégralité de ce modèle-là. Donc je vais commencer par préciser le type d'entrée que je souhaite utiliser. Donc je vais définir la variable entrée comme étant une entrée d'une couche de Keras avec un format qui correspond au nombre de valeurs que j'ai définies dans la taille de ma fenêtre. Donc en fait, ça vient définir tout simplement cette entrée-là, ici. Ensuite, je vais venir créer mon encodeur. Et donc l'encodeur, pour le créer, je vais venir superposer tout d'abord la couche d'adaptation qui va transformer mes données sous forme taille fenêtre en données sous forme taille fenêtre virgule 1. Je vais rajouter un axe ici. Je vais venir transformer ce format-là, taille fenêtre virgule 1, en format batch taille fenêtre virgule 1 ici. Parce que le premier node qui est ici en fait correspond à taille fenêtre et le premier node qui est ici correspond au batch size. Donc je vais transformer un batch size, un taille fenêtre virgule 1 en batch size taille fenêtre virgule 1. Et du coup ça va être envoyé sur la couche grue de mon encodeur. Je précise ici que cette couche grue ici doit me retourner l'ensemble des vecteurs de sortie cachés, des vecteurs cachés. Donc en fait, cette couche grue doit être au format séquence vers séquence. Donc ça va être, là je suis en train de définir cette couche-là, qui va donc me retourner mes 20 vecteurs cachés. Et donc pour préciser que je veux un format séquence vers séquence, eh bien je précise retour de séquence égale true. Et ensuite j'ajoute ma petite régularisation de type L2. Et ensuite j'ajoute ma couche d'attention. Donc la couche d'attention, c'est celle-ci. Voilà, donc tout ça, ça va être mon encodeur. Et puis, du coup, le décodeur, lui, va récupérer le vecteur d'attention. Et le décodeur, ça va être un réseau de neurones avec 40 neurones, en l'occurrence, ici. Et ensuite, je vais venir concaténer les sorties de mon décodeur et le vecteur contexte, qui était ici. Et je vais envoyer ça sur le générateur. Donc là, je viens concaténer la sortie du décodeur et le vecteur contexte. Et j'envoie ça sur le générateur. Et le générateur, lui, c'est juste un réseau de neurones à un neurone qui va me sortir ma prédiction. Et ensuite, je construis mon modèle ici. Et le modèle prend en entrée, l'entrée et en sortie, la sortie globale de mon modèle. Voilà, et je sauvegarde le poids dans le modèle initial. Donc au niveau des formats de sortie, hein, on retrouve bien ce qui était prévu, c'est-à-dire que par exemple en sortie du GRU, eh bien on a ce format-là, donc on va avoir 20 vecteurs dont chacun des vecteurs a une dimension 40. En sortie de la couche d'attention, on va avoir notre vecteur attention qui est une dimension 40. Et puis en sortie de la couche de concaténation, eh bien on va avoir notre vecteur de 80 ici. Et en sortie de la couche de prédiction, on va avoir une dimension de 1. Alors ça me fait penser d'ailleurs que ici, du coup, j'ai choisi d'utiliser une dimension. Oui, non, c'est bon. Pas de souci avec ça. Pas de souci avec ça. J'ai bien une sortie 80 parce qu'on concatène les deux vecteurs. Et mon générateur, lui, ici, sa sortie est de type 1 et son entrée sera celle-ci, donc il n'y a pas de souci, ça marche ça. Ok, donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on obtient comme résultat avec ça.